BFM Business et Tech Co présentent De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Merci d'être avec nous. À la fois donc sur YouTube dès le vendredi, en priorité en exclusivité, sur la chaîne YouTube de Tech Co. Le podcast audio aussi dès midi avec le petit module bonus. Et puis le week-end sur BFM Business. Deuxième partie donc de ce De quoi je me mêle. On commente toujours l'actu de cet été 2025 avec Mélinda Davansoulas de la rédaction de Tech Co. Et Nicolas Guyot, rédacteur en chef de Clubic.com. Et à noter que voilà, De quoi je me mêle va se mettre en pause durant cet été. Nous reviendrons toute fin août. Voilà. Et on ne changera pas. Les bonnes vieilles habitudes, on sera là, évidemment, tous les week-ends, toujours en audio, toujours en vidéo. Alors, tiens, multijoueur, tu continues jusqu'à quand t'arrêter là ? Eh bien, nous avons fait aussi notre dernière cette semaine. Et ben voilà. Spécial matériel gaming. Top. On va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Et replay tout l'été des meilleurs moments. Ben, bien sûr, c'est ça qui est top. Prendre le temps de réécouter tous les bons moments qu'on a pu vous proposer tout au long de cette année. On enchaîne avec Deezer. Tiens, Deezer, vous le savez, notre leader du streaming en France. Voilà, alors qu'il n'a pas évidemment le même nombre d'abonnés que Spotify ou Apple Music, etc. Mais qui, mine de rien, se défend plutôt pas mal. Hein. Il y a de très bonnes idées. Très bonnes idées. Et Deezer essaie d'être un petit peu différent des autres plateformes de streaming. C'est assez intéressant, notamment sur la rémunération des artistes. Ils essaient de voir comment on peut faire évoluer tout ça. Et ils font une chasse incroyable contre les titres qui sont conçus par l'intelligence artificielle. Mais voilà, vous avez tous entendu parler dernièrement de ce groupe qui a fait des millions de vues et qui était un groupe à l'IA. Eux, ils l'ont repéré déjà depuis plusieurs mois. Parce qu'en fait, au mois de janvier dernier, ils ont annoncé, alors c'est passé comme ça, mais qu'ils allaient labelliser en fait tous les morceaux qui ont été créés à l'IA. Parce qu'aujourd'hui, on a Suno, on a des plateformes, voilà, on a tous rigolé à se créer des morceaux, sauf que derrière, on reconnaît la création, là où ça a été piqué, les morceaux qui ont inspiré. Eux, ils se sont mis un jour, tous, là, les ingénieurs, donc ceux qui voient l'image, on les voit, ils se sont réunis, ils se sont dit, on va regarder dans notre catalogue combien de morceaux sont créés à l'IA. Ils ont mis en place un algorithme, et alors là, stupeur et tremblement, 18% des morceaux étaient 100% créés à l'IA. Donc là, on est vraiment sur un truc énorme. Là, je vous parle de chiffres qui ont quelques mois. Ils ont passé tout le catalogue et là, ils ont découvert 4 millions de morceaux. Alors, il y a des millions et des millions de titres sur les plateformes comme Deezer, Spotify et compagnie. Mais quand même, c'est un chiffre qui va crescendo. C'est-à-dire qu'ils étaient à 18. Enfin, aujourd'hui, ils approchent les 18. Ils étaient à 10% tout au début. Aujourd'hui, 18-20%. C'est énorme. Et surtout, au-delà d'être énorme, ça engorge leurs serveurs, accessoirement. Parce que là, je parle de gens qui sont capables de créer sur une semaine 10 albums de 100 chansons à l'IA et qui vont les poster sur Deezer, les mettre en écoute. Parfois, ça tombe en recommandation pour X raisons, le style, le titre. Donc, c'est du streaming qui est payé, qui est rémunéré. Donc, les gens qui créent ça touchent des droits dessus. Oui, c'est une arnaque au streaming, finalement. C'est un peu une arnaque au streaming. Alors, oui et non, parce qu'il y a une vraie arnaque. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font ça comme ils mettent des armées de bots. Ouais, il y a des robots qui écoutent les mêmes musiques tout le temps pour faire monter les... Et ça, il doit y en avoir chez les vrais labels aussi. Bien sûr. Ils sont là-dessus, ils le disent pas, mais on sent qu'ils sont pas complètement naïfs. Donc ça pose quand même des gros problèmes éthiques. Bon, ça c'est un autre problème, mais surtout de structurels. Serveurs à eux engorgés, rémunération. Alors, eux, ils estiment c'est 0,5% des streams globaux de la plateforme, mais 70% de ces écoutes est frauduleuse en plus. Donc on est sur un truc qui est quand même énorme. Moi, c'est surtout ça qui me choque, c'est que 70% des écoutes soient frauduleuses. De ces 0,5%, voilà, pas de 70% de toutes les écoutes. Non, mais ça veut dire quand même qu'il y a quand même, voilà, autant après, moi, si je veux écouter de la musique qui a été créée par l'IA... Oui, voilà, libre. C'est ton problème. Mon c'est problème, exactement ce qu'ils disent. Évidemment. Mes goûts personnels. Et puis surtout, il y a des gens qui se servent de l'IA pour créer, mais qui cherchent vraiment à créer. Voilà. Donc eux, ils n'ont pas pris pour mission d'éradiquer de la plateforme des choses qui sont faites à l'IA. En revanche, ce qu'ils font aujourd'hui et qui est accessible au grand public, c'est que vous pouvez voir, si vous cherchez certains morceaux, il va y avoir marqué que ce morceau a été créé à l'IA, cet album a été créé à l'IA et tout. Et eux, ce qu'ils font, c'est que ça n'apparaîtra plus dans vos recommandations d'écoute. Parce que le gros problème, il venait de là, c'est que c'était en recommandation. Donc ils ont fait en sorte que dès que c'est détecté par leur outil... Et comment on reconnaît qu'une chanson a été écrite Alors, nous, on y est allés, les voir. J'y suis allée avec Pierre Bercia, qui travaille à la vidéo chez nous et qui est aussi musicien à côté. Donc, on a fait un pari avec Pierre. On a
créé un morceau sur Suno, 100% Suno. Pierre étant musicien, je lui ai dit, il faut qu'on recrée le même morceau, mais réellement. Donc il a fait, lui, le même morceau. Alors franchement, c'est un travail de vraiment là, son côté DJ ressort, il a fait des changements et tout. Donc on a recréé un deuxième morceau à l'identique, et on a fait un troisième morceau où on a mélangé les deux. On est allé chez Deezer, on leur a filé les 3 morceaux sans leur dire lequel était lequel, pour justement voir si on pouvait tester les limites un peu de l'outil. Premier morceau, ils le détectent, 100%. Eux, ils se servent de Suno. Ils ont un autre outil que je ne connaissais pas. Ben, j'ai oublié le nom, qui est Audio, quelque chose comme ça, qui est un outil de création aussi à l'IA. En fait, ils ont pris les patterns de ces morceaux-là, qui ont des comment dire, en français, des patterns, qui ont des schémas qui se répètent dans leur création. Et donc ça, ils sont capables de le détecter et de trouver. Premier morceau, 100% IA, ils nous l'ont détecté, ils nous ont fait, c'est bon, on vous a vu. Le deuxième morceau, qui est recréé à l'identique, avec volontairement du bitrate qui est changé, des fréquences qui sont changées pour à peu près coller. Là, ils l'ont détecté comme IA, mais ils ont dit, nous, à l'oreille, pourtant on a l'habitude, on a eu un doute que ça ne soit pas créé à l'IA, parce qu'on a réussi à taper sur des fréquences qui apparaissent dans leur morceau. Ils nous ont dit qu'on avait inversé, c'est-à-dire qu'on a, je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais on avait mis les fréquences basses assez marquées et moins tous les aigus. Et ils nous ont dit que peut-être si on avait fait l'inverse, on aurait peut-être pu tromper, mais c'était pas sûr. Mais en tout cas, ils l'ont détecté à l'IA. Et le dernier, ils ont détecté que c'était pas de l'IA. Et le dernier, ils ont bien trouvé que c'était moite-moite. Donc leur outil est assez fiable, mais le but n'est pas de mais alors qu'est-ce qui se passe? Par exemple, moi je suis un professionnel de la chanson faite par IA, je poste sur Deezer. Ça va passer dans leur moulinette, ils la mettent de côté, c'est-à-dire qu'elle n'est pas elle disponible. apparaîtra sur la plateforme, mais elle sera labellisée, c'est-à-dire qu'il y a un message, mais vraiment tu ne peux pas le rater, où c'est marqué chanson générée par l'IA. Voilà, chanson générée par l'IA. Après, si tu écoutes, c'est démonétisé. C'est démonétisé. Alors, ils essaient même de si démonétiser un petit peu, mais ils ne peuvent pas tout parce que il y a des morceaux, c'est pas forcément. Donc en fait, ce qu'ils essayent, c'est de faire en sorte que les gens ne le trouvent pas, ça n'apparaisse pas dans les recommandations. Okay. Mais tu peux pas dire. Qu'est-ce qui dit que tu n'as pas utilisé un peu d'instruments? Tu as utilisé un peu d'IA pour des choses. Mais voilà, eux, ce qu'ils veulent, c'est que les personnes qui ont créé vraiment la musique derrière, parfois dont c'est inspiré, soient valorisées par rapport à ces trucs de création. Nous, on a trouvé un compte, ils nous ont montré un compte. Là, c'est l'alu total. C'est-à-dire qu'on est sur quelqu'un qui a 500 albums d'une centaine de chansons créées. Et alors, c'est drôle parce qu'on voit l'évolution de Suno. C'est-à-dire qu'au début, les morceaux font 2 minutes 17, puis soudainement, enfin tous, il est à la limite de Suno, puis 3 minutes 40 parce que c'était la limite à ce moment-là. Et en fait, ils ont détecté vraiment qu'il y a une version de Suno, je crois que c'est la V3. Là, ils ont un pic de création. Ils l'ont vu arriver. C'est comme l'IA ChatGPT pour beaucoup d'autres trucs. Les cyberattaques, on a vu un pic quand ChatGPT est arrivé. Voilà, ça c'est un des travers de l'IA. Ça va créer des trucs un petit peu frauduleux. Spotify, Apple Music, Amazon. Ils ne sont pas du tout sur ce. Ils sont pas du tout sur ce truc-là. Ouais. Ils vont être obligés d'y venir. Parce que ça risque de mettre à mal le modèle économique de ces plateformes. Parce que c'est de l'argent qui leur si est volé. Si aujourd'hui tu inondes, et puis si tu inondes toutes ces plateformes de dizaines de milliers de titres par jour fabriqués par l'IA, au bout d'un moment, ça va poser des problèmes. C'est aussi trier mon grain de livret aussi, c'est savoir, moi je suis musicien, j'utilise l'IA parce que je trouve c'est cool, je sais pas, j'ai pas besoin d'avoir un studio ou un truc comme ça, je peux faire plein de choses moi-même. Comment je passe au travers des mailles du filet, parce que je suis pas non plus, voilà. Donc en fait, ça va être compliqué de juger comme ça. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas être juges. C'est-à-dire qu'ils ne retirent pas les contenus de la plateforme. Ah, mais si t'es plus mis en avant, oui, mais c'est ça. Autant rien faire. Mais c'est ça. Mais en fait, peut-être chez Spotify. Peut-être qu'à un moment, il va falloir que ces créateurs-là soient capables aussi de le dire, parce que beaucoup de créateurs ne le disaient pas. Et puis, mais ils sont pas dupes. Enfin, ils ont chez des labels. Il y a forcément des musiciens qui vont venir à un moment et leur dire... Mais je pense qu'il faudrait qu'ils se mettent tous d'accord, parce que ça va être un problème, tu vois. Deezer, là, qui fait la chasse un peu à l'IA, si les autres ne le font pas, il y aura moins de titres sur Deezer. Il y a plein de gens qui vont dire « Ah, il y a moins de titres sur Deezer, je vais aller sur Spotify ». Il faudrait qu'ils se mettent d'accord, qu'il y ait une espèce de charte on va dire, des acteurs principaux du streaming, on va dire, essayer de trouver, de légiférer, en quelque sorte. C'est ça qu'ils enclenchent. C'est ça qu'ils cherchent à enclencher, c'est en se disant « Nous, on a besoin d'être transparents ». Mais il ne faut pas qu'ils fassent ça dans leur coin. Je pense qu'il faut qu'ils aillent voir les autres. Ils sont en train de faire plein de séminaires un peu partout. Où il y a des gens... là, ils avaient une conférence où ils allaient présenter le résultat du travail. Il y avait un intervenant de Suno qui était en conférence juste à côté. Donc, évidemment, ils se parlent tous. C'est ce qu'ils nous disaient. Ils disent, dans l'industrie, tout le monde se parle. Ouais, et donc, forcément, à un moment, quand tu es leader... quand tu es leader là-dessus...
les autres vont s'apercevoir de l'argent que ça leur coûte. Le fameux groupe Alia, par exemple, sur Spotify, ils ont fait énormément de streaming. Donc, ils ont récolté beaucoup d'argent. Quand Spotify va se dire, bon, bah là, on file peut-être de la thune à des gens qui sont... c'est quand même un peu limite. Peut-être qu'ils vont réfléchir à vouloir faire quelque chose. Ouais. On verra. Ça, déjà, je chercherais plutôt les bots qui lancent des écoutes plutôt mais ça, que... Voilà. Ils sont en chasse déjà. Plutôt ça, parce qu'en fait, après, s'il y a des gens qui veulent écouter... Oui, mais c'est ça, libre à chacun. Il y a des gens qui écoutent des bruits, tu sais, les bruits là. Les bruits blancs, pendant des heures. Je veux dire, c'est leur problème. Il y a de la musique vraiment créée qui n'est pas pire que ce qu'on entend à l'IA. Les bruits blancs, c'est les bruits blancs. Les bruits blancs, les roses, les bruits blancs. Il y a des gens qui écoutent ça toute la journée sur Spotify. Parce que ça leur permet de se concentrer, etc. Pourtant, c'est création zéro, hein, ça fait comme ça. Bon, voilà, c'est leur problème. Autre actu, alors qui n'a rien à voir, on va parler d'Amazon. Amazon Prime, etc., vous le savez, qui vous permet de regarder des films, des séries, dans un abonnement global d'achat et de livraison de produits, avec de la musique, avec du stockage de photos. Enfin, il y a plein de choses dans Prime. Et Prime Video travaillerait, Nico, sur le biopic de Sam Altman. Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui a inventé ChatGPT avec le cofondateur, qui a été Elon Musk. Donc ils vont faire un biopic, un petit peu comme ils avaient fait à l'époque de The Social Network avec, je ne sais pas si vous vous rappelez, le film de David Fincher sur la création de Facebook et tous les petits problèmes qu'il y avait eu au moment du lancement. Super film d'ailleurs. Super film. Là, je vous conseille. Mais d'ailleurs, j'ai fait une petite liste pour les vacances. Je vous donne quelques exemples de films, ça va. Donc en fait, voilà, donc un budget de $40 millions. Il s'appellerait Artificial. Et l'acteur principal qui jouerait Sam Altman serait Andrew Garfield. Andrew Garfield, vous l'avez connu, il a joué dans Spider-Man notamment. Qui était dans The Social Network. Ouais, qui jouait le rôle d'Eduardo Savrin, qui s'est fait évincer par Mark Zuckerberg. Voilà. Ça va être intéressant parce que c'est une histoire riche, pleine de rebondissements. Celle de Sam Altman. Ce que je trouve amusant, c'est que c'est Amazon qui est, mine de rien, concurrent d'OpenAI, parce que chacun a sa religion dans l'intelligence artificielle générative. Mais bon, après, voilà, Amazon, il faut une certaine neutralité ils sont un peu sur tous les créneaux. Mais oui, puis c'est un studio de télé. Oui, ils ont racheté, c'est quoi, c'est la MGM. Donc voilà, en fait, en plus, ce qui est sympa, c'est que visiblement, il y a déjà un petit peu le script qui circule. Et visiblement, l'intrigue tournera autour des disputes des cofondateurs d'OpenAI, donc entre Sam Altman et Elon Musk. Mais il y a aussi le drama de fin 2023, quand il s'est fait évincer du conseil d'administration par son copain, Elia, j'arrive jamais à prononcer, Stutzkever. Voilà. C'est celui-là. Directeur. D'ailleurs, ils vont le renommer dans le film. Voilà, ils vont le renommer, on va enlever des consonnes, ce sera plus simple à prononcer. Donc voilà, donc en fait, le mini coup d'État, on avait fait nos choux gras. Où il s'est fait dégager de sa propre boîte puis réintégrer en moins d'une semaine. Ça va être intéressant. Donc ça va être très intéressant. L'angle va être intéressant qu'ils vont prendre sur cette affaire, parce qu'on sait qu'il n'était pas tout blanc non plus dans les raisons. Et moi, je suis intriguée par la place qu'on va donner à Elon Musk dans cette histoire, parce que son rôle n'est pas non... Alors déjà, qui va le jouer lui-même, à mon avis. Mais surtout, il n'était pas non plus dans le vrai premier plan. Non. Je pense que le biopic va lui donner... une belle part pour faire un beau scénario. Ouais, ça va être intéressant. Et puis, est-ce que ça va sortir directement sur la plateforme ? Est-ce que ça va sortir au cinéma ? Parce que tu le disais, Amazon a racheté MGM, donc on peut imaginer que ce film suive le processus normal, sorte au cinéma, et puis après arrive quelques mois plus tard. La qualité du film, je pense que les producteurs décideront, et peut-être qu'en France, il passera sur nous au cinéma avant d'arriver sur la plateforme. On l'aura en 2030. En 2030, s'il y a du vent. Non, mais après, un petit film sympa, là. J'ai regardé un petit peu ce qui s'était fait, parce que c'est toujours intéressant de regarder un petit peu ce qui s'était déjà fait et qui peut vous donner des idées de films comme ça, de biopic sur la tech à regarder cet été sur la plage. Donc il y a les deux Steve Jobs qui sont sympas. Le Steve Jobs de Danny Boyle avec Fassbender de 2015, et l'autre, il y en a un autre qui était de 2013 avec Ashton Kutcher, qui s'appelait Jobs tout court. Donc ça, très sympa. Il y a les Pirates de la Silicon Valley, c'est mon préféré, 1999, c'est la rivalité Bill Gates-Steve Jobs. Très sympa, regardez, c'est sur les plateformes, pas de souci. Il y a BlackBerry, sorti récemment en 2023, l'histoire du BlackBerry,
Grandeur et décadence, c'est fabuleux quand tout s'écroule, etc. Il y a le patron de BlackBerry qui est en train de racheter un club de NHL, de hockey sur glace. Il y a tout qui se casse la gueule autour de lui. Il y a Apple qui sort l'iPhone et le gars il bouge pas. Quoi. Il bouge pas. Voilà, c'est extraordinaire. Il y a Tetris en 2023 qui est sorti en 2023, très sympa sur la création du jeu vidéo. Et Snowden 2016. Et en série, il y en a une qui est coup de cœur série sur la tech, Super Pumped. Avec en 2022, c'est l'histoire de Travis Kalanick, création de Uber, avec le fonds de pension, je ne me rappelle plus, en tout cas c'est un truc extraordinaire. Quoi. Qui a été créé en France d'ailleurs. Enfin, l'idée a germé en France à l'époque du web. Je crois, non? C'était pas un truc comme ça. C'était le fondateur qui n'arrivait pas à trouver de taxi. Tu sais, c'était au web à la Seine-Saint-Denis. Et il s'est dit, il faudrait qu'on trouve un truc qu'on puisse, avec un téléphone, en fait, commander un taxi, quoi. Ouais. Et je crois que c'est là que l'inspiration lui est venue. C'est avec Joseph Gordon-Levitt. Et alors ça, il n'y a pas dans le film. Par contre, il y a un épisode qui est magistral. C'est quand ils se font taper sur les doigts parce qu'en fait, ils absorbent, avec l'application Apple, ils récupéraient toutes les données, ils faisaient du géofencing, bref, ils faisaient des trucs horribles. Les filous. Voilà, des trucs interdits. En France, tu vas en prison pour ça. Et il y a un tête-à-tête sur un épisode entre Tim Cook et Travis Kalanick. Et en fait, Tim Cook commence l'épisode en disant « Donnez-moi une raison de ne pas vous bannir de l'App Store ». Et l'autre, il l'embrouille. C'est extraordinaire. C'est comme quoi on peut embrouiller Tim Cook, voilà, qui est tout puissant. Et là, d'ailleurs, ce qui est génial, c'est qu'il a les plans, on voit Tim Cook. T'imagines la responsabilité d'Apple d'enlever l'appli Uber sur l'iPhone. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est impensable. C'est impensable. Mais à l'époque, oui. Mais aujourd'hui, c'est impensable. Moi, je rajouterais l'histoire de Spotify, qui est sur Netflix, je crois bien, avec le fondateur de Spotify. C'est super bien fait. Ça explique toute la complexité à l'époque que pouvait avoir le patron de Spotify avec les maisons de disques, qu'il ne voulait pas lâcher en fait l'illimité en termes de musique. Et lui, il y est arrivé. Donc, c'est très intéressant. Et j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Sur Arte, vous avez la saga Nokia. Je ne l'ai pas regardé encore. J'ai vu passer, mais j'ai pas envie. Alors, j'ai pas eu le temps moi non plus, mais vous avez, je sais pas, c'est une série avec je sais pas combien d'épisodes qui vous raconte la saga Nokia. Il y a l'incontournable série Silicon Valley, quand même à regarder pour comprendre, qui est sur HBO, je crois maintenant. Enfin, HBO Max, je crois dire. Oui, c'est HBO. Je crois qu'il est incontournable. De vacances là. Ouais, c'est on a 2-3 trucs quand même. Il nous reste 2 minutes 40. Je propose qu'on enchaîne quand même très rapidement sur la fusion de 2 OS. Important. Android et Chrome OS. Alors, ça faisait 15 ans qu'on attendait ça. C'est dans les tuyaux. Enfin, c'est officiel, voilà. C'est en fait le temps de réaligner toutes les planètes. Donc voilà, donc ça a été officiellement communiqué par Google. Android et Chrome OS vont fusionner. Et c'est Android, en fait, tout va fusionner sous la bannière Android. Ah, tu penses, toi? Ah ouais, moi, je pense que ça va être une nouvelle bannière. Tu crois qu'ils vont changer? Ils seraient capables de changer le nom Android? Pour pas faire de... Non, mais je peux pas. C'est comme si tu changeais, tu disais Windows. Ouais, mais... tu t'enlèves le nom Windows, quoi. Android, ça fait partie du... Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, bref, ils vont créer... Donc, voilà. Donc, il y aura un système unifié, comme chez Apple. Voilà, où, globalement, vous aurez... déjà, on l'a vu sur Android 16... Quand vous branchez Android 16, votre smartphone Pixel, pour l'instant c'est ceux qui ont Android 16, vous branchez sur un écran, vous voyez apparaître un bureau, un pointeur, des icônes, le multifenêtrage, etc. Donc en fait, voilà, on arrive, ce qu'avait fait Samsung il y a quelques années, qui était là aussi, avec Dex, qui était génial, mais un peu trop tôt. Voilà, ça va arriver en standard dans Android et sur tous les Android. Et voilà, donc en fait, vous aurez Chrome OS. On ne sait pas quand. Voilà. Ça va arriver progressivement, voilà, 17, et ça va leur simplifier aussi la vie en termes de développement. Ça veut dire que tous les ordi Chrome OS qui sont sortis depuis toutes ces années seront compatibles avec cette nouvelle version d'Android? Alors, en fait, la question, c'est qui va être compatible? Parce que c'est Android. Parce que, en fait, le vrai problème, comme dit Nico, c'était super le truc de Samsung Dex, Motorola aussi avait tenté ça. En revanche, Android, dès que vous sortiez d'une taille de smartphone, c'était quand même catastrophique. Le multifenêtrage, c'était apocalyptique. Les applis, elles n'étaient pas adaptées. Voilà. Ça, quand ils ont sorti ça, au début, c'était compliqué. Et le problème d'Android, c'était de savoir gérer les différentes tailles. C'est un grand problème qu'ils ont. Des smartphones pliants, des tablettes. Android, c'est apocalyptique parfois. Chrome était super bien. Et donc, on rêvait de cette adaptation sur des grands écrans Android. Là, normalement, ça va fusionner. Pour les devs, c'est quand même, pour les développeurs, c'est quand même une bénédiction. Plus besoin de faire deux trucs. On n'est pas sur macOS et iOS. Là, on a des gens qui ne parlent pas du tout le même langage. Donc ça va être bien.
Moi, je pense que sur les pliants, notamment, et les tablettes, c'est une super chose. Et sur l'adaptation télé aussi. Et puis ça leur permet aussi de développer, de pousser leurs nouveaux services très rapidement. C'est-à-dire en fait, quand vous aurez une brique Gemini, une nouvelle brique Gemini, ça sera compatible automatiquement. voilà. Mais meilleur suivi sur Chrome OS que sur Android, souvent notamment toutes les mises à jour d'applications et tout, c'est beaucoup plus simple. Ça, j'aimerais bien que ça passe côté Android. Il disait par exemple pour la brique, le framework Bluetooth, il y avait 2 équipes en parallèle. Wow. Ils ne se parlaient pas, bien sûr. Ils ne se parlent pas, les mecs. Et donc, il y avait BlueZ pour Chrome OS et Fluoride pour Android. Et en fait c'est ça. En fait, ils vont optimiser tout ça. Bien sûr. Et ça va être. Mais ils vont faire ce qu'Apple a fait il y a quelques années. Et c'est vrai que ça fait 15 ans qu'on en entend parler de cette fusion. Et ben, elle arrive. Il va falloir fusion des esprits là-bas, parce que c'est une boîte d'ingé. Google, il ne faut pas oublier ça, c'est une boîte d'ingénieurs. Il va falloir que les mecs soient d'accord pour bosser sur leurs projets séparément, tous ensemble. Ça va être autre chose. Et bien voilà, ça sera le mot de la fin de ce De quoi je me mail. Un grand merci à tous les deux. Voilà. Bonnes vacances. Et bonnes vacances à tous. Profitez-en bien. Bonnes vacances aussi à vous qui nous écoutez, qui nous suivez régulièrement. Mélinda nous le disait tout à l'heure, évidemment vous pouvez retrouver toutes les émissions qu'on a pu faire ces dernières semaines, ces derniers mois, à la fois de Quoi je me mail, mais aussi Tech & Co, la quotidienne, multijoueurs, et puis beaucoup d'autres émissions qui vous attendent sur la plateforme de Tech & Co. Merci Nicolas. Merci François. Rédacteur en chef de Clubic et Mélinda. Et on se revoit à la rentrée. Et bien sûr, on se voit à la rentrée. Petit module bonus pour vous, évidemment, qui nous écoutez, qui êtes avec nous en audio, pour terminer ce rendez-vous. Et puis, encore une fois, très très bonnes vacances. On se retrouvera dernière semaine d'août. Donc, à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.